100e anniversaire de la Première Guerre mondiale. L'Europe pensait que c'était la dernière et que la civilisation allait triompher. Non, hélas. 30 ans plus tard, la folie humaine était de nouveau au rendez-vous. Depuis, vous avez fait le choix de la paix et de vivre ensemble dans une société orientée vers la liberté et la prospérité. Dans un contexte sécuritaire de plus en plus instable, où les foyers de crise se multiplient, notamment dans le voisinage direct de l'Union européenne, je tiens avant tout à remercier les élus du peuple européen pour mettre en lumière les tragédies humaines que vivent les femmes victimes de viols et de violences sexuelles à l'est de la République démocratique du Congo. Dans un monde d'inversion des valeurs, où la violence se banalise en prenant des formes toujours abominables, en attirant l'attention du monde sur la nécessité de protéger les femmes en période de conflits armés, vous avez refusé l'indifférence face à l'une des plus grandes catastrophes humanitaires des temps modernes. Vous avez réaffirmé que la résolution des conflits dans le Grand Lac et la promotion des droits de l'homme et de la démocratie sont et restent des priorités de la politique étrangère de l'Union européenne. Par ce prix, vous avez décidé d'accroître la visibilité du combat mené par les femmes congolaises depuis plus de 15 ans et de reconnaître leurs souffrances, mais aussi leur dignité et le courage qu'elles incarnent. Monsieur le Président, la région où je vis est l'une des plus riches de la planète. Pourtant, l'écrasante majorité de ses habitants vivent dans une extrême pauvreté liée à l'insécurité et à la mauvaise gouvernance. Le corps des femmes est devenu un véritable champ de bataille et le viol est utilisé comme une arme de guerre. Les conséquences sont multiples et impactent sur l'ensemble de la société. La cellule familiale est désagrégée, le tissu social est détruit, les populations réduites en esclavage ou tout simplement acculées à l'exil dans une économie largement militarisée où la loi des seigneurs de guerre continue à s'imposer en l'absence d'un état de droit. Nous sommes donc face à une stratégie de guerre redoutablement efficace. L'autorité de l'État congolais et ses institutions restent fragiles et ne sont pas encore en mesure ni de protéger la population, ni de satisfaire à ses besoins de base. Monsieur le Président, rares sont les jours où l'actualité de ma région ne révèle pas un nouveau drame humain. La semaine dernière, plus de 50 personnes ont été massacrées à la machette dans le territoire de Beni, au Nord Kivu. Les femmes enceintes sont éventrées et les bébés mutilés. Dans l'espace d'un mois et demi, 200 personnes ont été sauvagement tuées. Comme tout être humain, je voudrais tant ne plus évoquer ces crimes odieux dont mes semblables sont victimes. Mais comment me taire quand plus de 15 ans, nous voyons ce que même un œil de chirurgien ne peut pas s'habituer de voir? Comment me taire quand nous savons que ces crimes contre l'humanité sont planifiés avec un mobile bassement économique? Comment me taire quand ces mêmes raisons économiques ont conduit à l'usage du viol comme une stratégie de guerre? Chaque femme violée, je l'identifie à ma femme.
chaque mère violée, chaque mère violée, je l'identifie à ma mère, et chaque enfant violé, je l'identifie à mes enfants. Comment pouvons-nous nous taire? Quel est cet être humain doué de conscience qui s'est terré quand on lui amène un bébé de 6 mois dont le vagin a été détruit, soit par la pénétration brutale de l'adulte, soit par des produits chimiques? Déjà, ce viol est grave et nécessite une action de nous tous. Dans mon pays, il y a des centaines de milliers de femmes violées et d'autres milliers d'enfants nés issus du viol. En plus des millions d'êtres humains morts suite au conflit. Dans le reste du monde, chacun se souleverait d'indignation, mais dans la société congolaise en perte de repères, les atrocités de masse passent dans l'actualité comme des simples faits divers, signes désolants d'une société traumatisée par trop de violence, société où il y a une absence de responsabilité politique et d'une négation tout simplement de notre humanité commune. Monsieur le Président, nous avons pris de temps et d'énergie à réparer les conséquences de la violence. Il est temps de s'occuper des causes. Des milliers de témoignages de victimes montrent que le peuple congolais a soif de justice, de paix et aspire au changement. Il y a urgence à agir. Les solutions existent et exigent une réelle volonté politique. Nous sommes à un moment critique. L'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération signé à Addis Abeba en 2013 ne peut rester une simple feuille de papier. En tant que partenaire historique et premier contributeur de l'aide, nous appelons l'Union européenne et ses États membres à revitaliser la mise en œuvre de cet accord que nous appelons volontiers l'accord de l'espoir, et d'utiliser tous les leviers économiques, financiers, mais aussi politiques et diplomatiques pour contribuer une fois pour toutes à la résolution des conflits dans le Grand Lac. En République démocratique du Congo, la consolidation de l'État et le rétablissement de la sécurité à l'Est constituent la priorité des priorités. La réforme du secteur de la sécurité est l'une des plus importantes réformes institutionnelles et au cœur des efforts de mise en œuvre de la responsabilité pilote de l'État congolais de protéger les civils. La justice doit être également placée au cœur du processus de paix et lutter contre l'impunité des crimes le plus graves, y compris les crimes de violence sexuelle, doit être renforcée. Il n'y aura pas de paix ni développement économique et social sans respect des droits de l'homme. Il n'y aura pas de paix ni développement économique et social sans respect des droits de l'homme, sans réparation pour les survivantes de viols et les victimes, sans assainissement de la fonction publique incluant un vetting des forces de sécurité et sans mécanisme d'établissement de la vérité pour promouvoir la réconciliation. Monsieur le Président, le droit de l'homme constitue non seulement une des valeurs fondamentales de l'Union européenne, mais aussi l'un des objectifs qui inspire ses relations extérieures avec la promotion de la paix et du développement et le renforcement de la démocratie et de l'état des droits. À notre humble avis et estime, il s'agit de la réelle plus-value de l'Union par rapport à d'autres partenaires internationaux.
Mais la réelle politique illustre bien souvent que les intérêts géostratégiques et économiques priment sur le respect de la protection des droits de l'homme. Le projet de règlement européen de la Commission pour un approvisionnement responsable en minerais, qui doit être examiné devant votre Assemblée, devrait intégrer une dimension contraignante et viser aussi bien les produits finis ici en Occident que les matières premières à l'état brut. En Afrique, nous exprimons ici le souhait que chacun veille à assurer davantage de cohérence entre les politiques économiques et les droits et le respect des droits de l'homme, et à placer la dignité humaine au centre des préoccupations économiques et financières. Notre pays est plein de potentiel, et avec un commerce plus responsable et transparent, le Congo a la capacité d'un développement endogène, grâce à ses ressources naturelles, mais avant tout ses ressources humaines qui ne peuvent aujourd'hui être exploitées pour le bénéfice de tous dans un contexte de ni paix ni guerre. Monsieur le Président, ce prix n'aura de signification pour les femmes victimes de violences sexuelles que si vous nous accompagnez sur les chemins de la paix, la justice et la démocratie. Nous les dédions donc à toutes les survivantes des violences sexuelles en République démocratique du Congo et dans le monde entier. Nous sommes convaincus que le changement viendra par ces femmes courageuses, déterminées et dignes qui sont notre source d'inspiration au quotidien. Nous dédions également ces prix à tous les défenseurs des droits de l'homme qui militent jour après jour, souvent dans des conditions difficiles et loin des projecteurs, pour favoriser une culture de paix, aider les victimes à réclamer leurs droits et à rendre leurs institutions plus redevables. Nous tenons enfin à saluer ici le professionnalisme et le dévouement de tout le personnel de Panzi, ainsi que tous nos partenaires qui ont aidé pour réaliser notre travail, et je pense particulièrement à l'agence humanitaire européenne ECHO, qui nous soutient depuis 10 ans. Sans vous, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Ensemble, décideurs politiques, acteurs de la société civile et citoyens, hommes et femmes, nous devons fixer une ligne rouge contre l'utilisation du viol comme arme de guerre et construire un avenir meilleur pour offrir à nos enfants et à nos petits-enfants un cadre propice à leur épanouissement et permettre à tous ceux qui ont trop souffert d'envisager le futur dans une liberté plus grande. Monsieur le Président, chers eurodéputés, permettez-moi de conclure en m'adressant de votre honorable hémicycle aux citoyens de mon pays, qui sont nombreux ici, ont voulu bien m'accompagner. Chers compatriotes, notre nation, la République démocratique du Congo, nous appartient. Ses ressources naturelles et humaines, ses institutions, son destin relèvent tous de notre responsabilité. C'est à nous, le peuple congolais, de façonner nos lois, notre justice et notre gouvernement pour servir nos intérêts à tous, et pas seulement ceux de certains. Le prix Sakharov que nous recevons du Parlement européen est le vôtre. Et il est le symbole de la liberté de penser. Un droit qui nous a été retiré. Un droit auquel, suite à la terreur et l'oppression, nous semblons parfois avoir renoncé. Ce droit nous est acquis. Et le peuple européen, à travers leurs représentants, nous tendent la main aujourd'hui, la main pour le recouvrer. Ils veulent nous appuyer dans notre lutte pour la liberté, la paix, la justice et le progrès. Aujourd'hui, tout haut et devant le monde entier,
l'Europe nous exprime sa solidarité. Elle veut marcher avec nous dans notre quête pour la restauration d'une vie congolaise digne. Unissons-nous et marchons avec elle afin qu'une fois pour toutes, la paix et la justice soient restaurées au Congo et que nous puissions aspirer à un futur meilleur. Notre pays est malade, mais ensemble, avec nos amis de par le monde, nous pouvons et nous allons les soigner. Je vous remercie. Vous l'avez entendu, Denis Mukwege extrêmement ému. Ce chirurgien gynécologue congolais qui reçoit aujourd'hui le prix Sakharov du Parlement européen pour la liberté de l'esprit. Une chose que le docteur Mukwege n'a pas dite, c'est qu'il a été l'objet d'une tentative d'assassinat il y a 2 ans et il s'est exilé en Belgique et puis au bout de 2 mois et demi, eh bien, il est rentré. Il est rentré en République démocratique du Congo parce que les femmes s'étaient mobilisées, parce qu'elles réclamaient son retour. C'est dire le sens du don de soi, le sens de l'engagement de ce monsieur. Et aujourd'hui, il vit retranché avec sa famille dans son hôpital même. Denis Mukwege, lauréat du prix Sakharov 2014. Voilà, c'était donc en direct sur Euronews la remise du prix Sakharov 2014 à ce gynécologue congolais qui opère à longueur de journée depuis 15 ans maintenant des femmes victimes de viols, de sévices sexuels utilisés comme armes de guerre. Il l'a dit, vous l'avez entendu, par des seigneurs de guerre, par des bandes armées dans une région de l'Est de la République démocratique du Congo qui est en proie à des violences depuis plus de 20 ans. À Bruxelles, à l'hôpital Saint-Pierre, un établissement solidaire de sa mission médicale et éthique. Denis Mukwege, merci d'être avec nous. Ce prix Sakharov, c'est loin d'être la première distinction que vous recevez. Beaucoup d'autres l'ont précédé. Mais à quoi est-ce qu'ils servent ces prix, ces médailles, quand, comme vous, on est confronté quotidiennement à ce que l'homme peut faire de pire? Nous avons besoin de cette solidarité des États européens pour combattre un mal qu'on a vu venir au Congo, mais aujourd'hui, le viol avec violence sur les femmes en période de conflit a tendance à se généraliser. Et je pense que c'est extrêmement dangereux d'utiliser cette arme qui est une arme qui détruit notre humanité commune. Plus de 40 000 femmes et fillettes ont été soignées dans votre hôpital depuis que vous l'avez ouvert il y a 15 ans. De quoi sont-elles victimes? Ce sont des femmes qui ont été violées, souvent en public, devant leurs maris, devant leurs enfants, mais après ce viol qui est collectif, ça se fait suivre par des tortures qui portent sur l'appareil génital. Et les femmes qui viennent voir, c'est puisqu'en fait, elles ont des blessures graves au niveau de l'appareil génital. Et ces actes sont parfois commis avec un sadisme surréaliste, avec des pieux, des tessons de bouteilles, des canons de fusil. Qui commet ces atrocités et pourquoi? Malheureusement, au Congo, nous avons dans sa partie orientale, il y a beaucoup de groupes armés qui viennent du Burundi, du Rwanda, de l'Ouganda. Et à ces groupes armés s'associent également de jeunes qu'on appelle des Maïmaï, qui sont des groupes armés locaux, mais qui subissent tous un lavage des cerveaux pour détruire. Et en fait, ils détruisent les communautés pour les faire partir de leur terre et occuper ces terres et les exploiter. Alors, vous venez de parler du Kivu, c'est cette région de l'Est de la République démocratique du Congo où sévit la violence depuis plus de 20 ans. Il y a des bandes armées qui s'affrontent pour contrôler des parcelles, mais pourquoi? Parce qu'il y a des richesses
naturelles sur ces parcelles. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont ces richesses et quel est le lien avec le drame des femmes du Kivu? En fait, cette partie du Congo est très riche en minerais stratégiques, et spécialement le coltan, cassitérite, et ces minerais sont utilisés dans tous les gadgets électroniques qui sont très demandés, et de ce fait, en fait, ces bandes armées, lorsqu'ils occupent le territoire, ils deviennent propriétaires non seulement du sol, mais du sous-sol qu'ils exploitent à leur gré. Et je peux dire que cette façon de détruire en fait la femme, s'attaquer à l'appareil génital de la femme et le faire de façon spectaculaire en public devant tout le monde, c'est une façon de terroriser les communautés. Et l'autorité de l'État dans tout ça? Il y a quand même l'armée qui est sur place, il y a une force des Nations Unies qui compte plus de 20 000 hommes. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont tous complices? Ce que nous pouvons constater, c'est que 12 ans après la signature des accords de paix, le gouvernement n'a jamais eu le contrôle en fait de ces territoires. Ces groupes armés tuent, violent, détruisent, alors que l'armée nationale est supposée protéger la population, mais cette protection, les femmes et les enfants attendent toujours. La présence des Nations Unies, j'ai toujours pensé que les Nations Unies peuvent aider à construire la paix, mais il sera très très difficile de mettre un soldat des Nations Unies derrière chaque femme ou chaque bébé, puisque ces viols concernent même les bébés. Mais est-ce que les auteurs de ces agressions sont jugés? Est-ce qu'ils sont poursuivis? Est-ce qu'il y a une justice au Kivu? Malheureusement, je dois dire qu'il y a une impunité totale. Certains, ou plutôt certaines, parce que ce sont surtout des femmes, appellent à la création d'un tribunal pénal international pour l'Est du Congo, pour en finir avec cette impunité. Est-ce que vous soutenez cette demande? Non seulement je soutiens, mais j'ai même signé une pétition en faveur d'un tribunal pénal international pour le Congo, parce qu'on parle des millions de morts, des centaines de milliers de femmes violées. On ne peut pas continuer à dire des chiffres comme ça sans pouvoir amorcer un processus qui permet à ce que la vérité soit connue et que la justice soit faite. Le monde d'aujourd'hui peut tracer une ligne rouge pour dire, dans les conflits armés, plus jamais utiliser les femmes comme champ de bataille, et si quelqu'un le faisait, qu'il soit mis au banc de l'humanité. Vous avez vous-même été victime d'une tentative d'assassinat, c'était il y a 2 ans chez vous. Suite à ça, vous vous êtes exilé en Belgique, mais au bout de 2 mois, vous avez décidé de rentrer et de rester. Même si vous avez 5 enfants, même si vous continuez à recevoir des menaces, vous ne concevez pas la vie ailleurs qu'au Kivu? Les femmes congolaises se sont mobilisées. Elles ont d'abord commencé par écrire à toutes les autorités. Depuis le secrétaire général des Nations Unies, le président de la République, en demandant à ce que je puisse retourner et que si ils ne peuvent pas assurer ma sécurité, elles vont elles-mêmes assurer ma sécurité, mais elles veulent absolument que je retourne au Congo. Jusque-là, je m'étais dit, bon ben, ça c'est peut-être l'émotion. Mais un mois après, quand elles ont vu qu'il n'y avait pas de réaction, ces femmes ont commencé à s'organiser et chaque semaine, elles venaient avec des produits de leur récolte qu'elles vendaient à l'hôpital pour qu'ils payent mon billet retour. Et là, j'étais très touché parce que je m'étais dit, mais c'est quelle force! Ce sont des femmes qui vivent avec moins d'1 $ par jour, mais qui sont capables de se mobiliser pour que je puisse retourner. Et là, vraiment, quand j'ai mis dans la balance, je crois qu'elles avaient pesé lourd, puisque je m'étais dit, de toute façon, ma vie seule ne vaut pas plus que la vie de ces milliers de femmes. Donc, j'ai pris la décision d'y retourner. Mais alors pourquoi ne pas aller au bout de votre engagement et ne pas vous consacrer réellement à la politique? Parce que tant que ce combat politique ne sera pas gagné, les victimes continueront d'affluer dans votre hôpital. Malheureusement, effectivement, ce que je vis au bloc opératoire, quand je vois les bébés blessés et dans cet état, effectivement, ça me révolte. Je me dis, ça, c'est pas possible. C'est comme ça que j'ai décidé de dénoncer. Mais entre dénoncer et jouer un rôle politique, il y a un chemin à faire et on n'y est pas encore. Une toute dernière question, qu'est-ce qui vous fait garder le sourire? Ce sont les femmes.
Je ne sais pas combien de fois j'ai vu que, en soignant une patiente, je suis moi-même désespéré. Je me dis, mais comment elle pourra se remettre debout? Mais ces femmes, elles ne se mettent jamais debout pour elles-mêmes, mais elles se mettent debout pour leurs enfants, pour leur famille. Et je pense que nous avons beaucoup de leçons à prendre auprès de ces femmes. Denis Mukwege, prix Sakharov 2014, merci d'avoir répondu à nos questions et bonne chance. Merci.